Bien, ensuite, on dit ceci. Suivez, oh, suivez. Bien, on vous dit, deux jumelles A et B, âgées de 17 ans, présentent des caractéristiques sexuelles différentes. La jumelle A montre un développement normal du bassin et des seins, ainsi que des menstruations, entre parenthèses règles régulières. La jumelle B est de petite taille et ses organes sexuels sont infantiles. Pour déterminer la cause de l'état infantile de la jumelle B, le médecin consulté réalise une série d'examens biologiques et une expérience dont les résultats sont représentés par le document 1 et 2. Alors, nous avons le document 1 ici, nous parle donc des résultats de dosage de certaines hormones, estrogènes et progestérone, chez les deux jumelles A et B. Le document 2 ici, c'est sur le karyotype des deux jumelles A et B. Alors, il y a une expérience qu'on vient d'ajouter. On dit chez des femmes à qui on a enlevé des ovaires, les menstruations ne se produisent plus et l'utérus s'atrophie lentement. L'injection d'œstrogène et de progestérone à ces femmes rétablit le développement de l'utérus et les menstruations. Alors, la première question ici, on nous demande donc d'identifier le problème posé dans cet exercice. Rapidement, où est donc le problème posé? Pardon? Ok. Donc, problème posé, déterminé. Déterminer la cause de l'état. Déterminer la cause de l'état infantile. De la jumelle B. Ok. Maintenant, la deuxième question, on vous dit, faites une analyse comparée des documents 1A et 1B. Donc, petit 2, analyse comparée. Les documents 1A et 1B. Alors, nous allons observer ces deux documents. Document 1A, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous constatons sur le document 1A? Déjà, je vais représenter les deux ici rapidement. Vous allez voir. Là, les deux hormones sont comme ceci. Par contre, ici, nous avons quoi? Nous avons deux pics, n'est-ce pas? Voilà ce que nous avons. Alors, donc, qu'est-ce que nous constatons? Ici, c'est 1A et là, c'est 1B. Si nous voulons donc faire la comparaison rapidement, qu'est-ce que nous allons dire? Bien, une personne. Qui veut répondre? Oui, le document 1A ne présente aucun pic. Le document 1B présente 3 pics, 2 pics, 3 pics. Ok. Bien, donc ici, nous comprenons juste que ici, ça va, la sécrétion ne présente pas de pic ou encore le document ne présente pas de pic, mais ici, il y a la présence des pics. On est d'accord? Voilà donc ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'analyse comparée. Maintenant, si vous voulez, nous pouvons donc commencer par quoi? Par donner d'abord donc la présentation du document. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Le document. Oui, le document 1. Voilà, présente le dosage, c'est ça? Ah, les résultats. Résultats des dosages de certaines hormones. Voilà, donc, œstrogène et progestérone, oui.
chez les deux jumelles. A et B. Voilà. Maintenant, une fois que nous avons présenté notre document 1, on peut facilement maintenant passer directement sur l'analyse. Nous allons donc dire, on constate qu'au niveau du document 1A, ça va? Il n'y a pas présence de pic. Tandis que dans le document 1B, il y a la présence des pics. Voilà, tout court, voilà ce que nous pouvons donc dire en ce qui concerne, oui. Oui, mais c'est comme tu constates, ça ne varie pas. Il n'y a pas de fluctuation, d'inflation. Donc, le taux ici est constant en quelque sorte. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Quelle hypothèse pouvez-vous formuler pour expliquer l'état infantile des organes de la jumelle B? Donc, hypothèse. Alors, quelle est donc l'hypothèse que nous pouvons formuler ici? En regardant ici, là déjà nous avons quoi? Au niveau du document 1A, c'est pour la jumelle A, n'est-ce pas? Non, 1A c'est pour la jumelle B et 1B c'est pour la jumelle A. On a constaté qu'au niveau de 1A, là où on parle de la jumelle B, ça va? Il n'y a pas de pic. Par contre, chez l'autre, il y a des pics. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le B? Voilà, très bien. Donc ici, on va simplement parler qu'il y a non-sécrétion des hormones ovariennes. Voilà. Donc on peut déjà prendre cette hypothèse-là en disant que si l'état de la jumelle B est ainsi, simplement parce qu'il y a non-sécrétion des hormones ovariennes. Bien, par la suite, on vous dit 4A. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle conclusion pouvez-vous tirer de l'analyse des résultats de l'expérience réalisée? Conclusion. Alors, l'expérience ici, on nous a dit quoi? On nous a dit chez des femmes à qui on a enlevé les ovaires. Ça va? Donc, il y a ovariectomie. C'est bon? Les menstruations ne se produisent plus et l'utérus s'atrophie lentement. Les injections d'œstrogène et de progestérone à ces femmes rétablissent le développement de l'utérus et les menstruations. D'abord, on va commencer à comprendre la première partie. Chez les femmes à qui on a enlevé les ovaires, les menstruations ne se produisent plus et l'utérus s'atrophie lentement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme conclusion? C'est ce qui rend fertile en quelque sorte. C'est ce qui permet le développement de l'utérus. Donc, quelle est la phrase que nous pouvons donc écrire ici? Les ovaires favorisent le développement de l'utérus et le bon fonctionnement du cycle sexuel. C'est bon? Ok. Hein, vous avez dit les ovaires? Favorise le bon fonctionnement ou le développement de l'utérus, ok? Le développement de l'utérus
Et quoi d'autre? Et le bon fonctionnement du cycle sexuel. Ok, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Là, c'est la première partie de notre conclusion. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on nous dit? L'injection des œstrogènes et progestérone à ces femmes rétablit le développement de l'utérus et les menstruations. Alors, déjà, quand on parle de l'injection, je vous avais dit quoi? Voilà, déjà, quand on parle de l'injection, on doit déjà faire allusion à la voie sanguine. Ça va? Donc, ici, quelle est l'information que cette expérience nous apporte en plus? Ça veut dire que les œstrogènes et la progestérone sont des éléments principaux qui agissent, mais par voie sanguine. Ça va? Donc ici, on a dit les ovaires favorisent le développement de l'utérus et le bon fonctionnement du cycle sexuel par intermédiaire, ça va? Par l'intermédiaire des hormones ovariennes. Par l'intermédiaire des hormones ovariennes. Entre parenthèses, nous avons donc œstrogène et progestérone. Maintenant, comme c'est par injection, donc c'est par voie sanguine, ça va? Donc on va dire qui agissent par voie sanguine. Est-ce que c'est clair? Donc, cette expérience nous apporte ces informations en disant que les ovaires favorisent le développement de l'utérus, le bon fonctionnement du cycle sexuel par l'intermédiaire des hormones ovariennes, œstrogènes, progestérone, qui agissent par voie sanguine. C'est bon? Ok. Alors, petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette conclusion est-elle en accord avec l'hypothèse émise précédemment? Alors, l'hypothèse émise précédemment, nous avons dit qu'il y avait non-sécrétion des hormones ovariennes. Alors, ici, sur la conclusion, on a compris que le développement de ces éléments-là se trouve au niveau des ovaires. Mais les ovaires utilisent quoi? Les hormones en question. C'est ce qui permet le développement. Donc, comme la jumelle-là n'a pas de sécrétion de ces hormones, ben, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas développement. Donc, ça ramène réellement à ça. Donc, ici, on va dire quoi? On va simplement dire oui. Oui, quoi? En SVT, on ne dit pas simplement oui. Oui. Elle confirme l'hypothèse. C'est ça, non? Confirme l'hypothèse ou encore en accord, c'est ça? Elle est en accord. Elle est en accord avec l'hypothèse émise précédemment. Voilà. Alors, petit 5. 5A. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Comparer les deux karyotypes puis tirer une conclusion. Comparaison des karyotypes. Alors, on va comparer les karyotypes. Regardez bien ces deux karyotypes-là. Et dites-moi ce que vous constatez. De part et d'autre, même nombre. Es-tu sûr? Jumelle A, nous avons 22 paires d'autosomes, n'est-ce pas? Et nous avons notre 23e paire, qui est là-bas, X et X, n'est-ce pas?
On a montré 2 chromosomes comme ça et on a mis un X en bas. C'est bon? Voilà. Mais la jumelle B, qu'est-ce que nous constatons? Il n'y a qu'un seul X, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons dire en ce qui concerne la comparaison? Il manque un truc. Donc, ici, la jumelle B, n'est-ce pas, possède un seul, c'est bon, un seul chromosome sexuel, n'est-ce pas? X. C'est bon? Tandis que nous constatons que la jumelle, A présente 2 chromosomes sexuels XX, n'est-ce pas? OK. Maintenant, on va conclure. Conclusion. Après avoir donc fait cette analyse, qu'est-ce que nous pouvons donc conclure ici? Qu'est-ce que nous pouvons dire? On a dit comparer les deux karyotypes puis tirer une conclusion. Nous avons comparé les deux. Maintenant, on doit tirer une conclusion. Qu'est-ce que nous allons dire au niveau de la conclusion? Oui, mais déjà, en regardant déjà la jumelle B ne possède un seul, n'est-ce pas? Donc, il y a déficit. Ça veut dire que la jumelle B, ok? Présente quoi? Présente un déficit, n'est-ce pas? C'est ce que nous constatons, non? Déficit. Donc, on peut mettre entre parenthèses ici anomalie. C'est quoi? Donc, on peut dire, elle souffre, ça va? Elle souffre du syndrome de Turner. N'oubliez pas, ça va? Syndrome de Turner, on a un X en moins. C'est bon? Chez la femme. Là, nous sommes où? Nous sommes dans les anomalies de la méiose. Là où on avait étudié les syndromes de Turner, Klinefelter, trisomie 21, triplo X, hein, voilà, tout ça. OK? Maintenant, on vous dit quoi? Petit b, quelle est l'origine probable de l'anomalie observée dans l'un des karyotypes? Origine de l'anomalie. Alors, chez la jumelle B ici, c'est là où il y a le problème, n'est-ce pas? Absence d'un X. Ça peut venir d'où? D'où provient cette anomalie-là selon vous? À quel moment on peut donc avoir cette anomalie? Niveau des brassages. Et pourtant, on avait déjà traité des exos sur ça. Non, là, on ne parle pas de père. Alors ici, le problème se trouve au niveau de l'ovogenèse. Ça va? Au niveau de la formation des gamètes. Donc, ça peut être au niveau de la division réductionnelle ou encore au niveau de la division équationnelle. OK? Soit, il y a eu d'abord séparation au niveau de la division réductionnelle, c'est-à-dire les deux chromosomes se sont séparés. Il y a un chromosome qui est allé avec le premier globule polaire, un chromosome avec l'ovocyte 2. Maintenant, le chromosome de l'ovocyte 2 là, OK? Au niveau de la deuxième division, donc la division équationnelle, est parti avec quoi? Avec le deuxième globule polaire, tout le chromosome. Et donc, l'ovocyte
ou encore l'ovocyte là, ne sera formé que par le chromosome apporté par le spermatozoïde. En ce moment-là, il y aura déficit sur le nombre de chromosomes. Donc ici, si on veut parler de l'origine de l'anomalie, cela donc vient de la méiose. Cette anomalie est due à la méiose. Donc, on peut dire soit en division réductionnelle ou en division équationnelle. Alors, je vais quand même illustrer cela. Et donc, à la fin, ici, on va terminer par la dernière question. En tenant compte des réponses précédentes, expliquez le problème identifié à la question 1. Donc, explication du problème posé. On est d'accord? Explication du problème posé. Alors, le problème posé ici, qu'est-ce que nous allons comprendre? Pourquoi cet enfant-là, donc, la jumelle B, présente donc une taille, je ne sais pas quoi, là, infantile, tout et tout? Parce qu'elle souffre du syndrome de Turner. Donc, la jumelle B ici souffre du syndrome de Turner. OK? Causé où? Causé par l'absence d'un chromosome X pendant quoi? Pendant la méiose. Dans quoi? Dans l'ovogenèse. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire.